Qu'est-ce que tu penses de la formule de Feynman qui dit, je ne sais pas si elle est vraiment de lui parce que j'ai cherché la source une fois et j'ai jamais trouvé, mais qui dit que les philosophes des sciences sont aussi utiles aux physiciens que les ornithologues sont utiles aux oiseaux. Feynman avait un certain problème avec la philosophie parce qu'il trouvait que les philosophes n'arrivent pas à se mettre d'accord et sont tout le temps pris dans des débats et ne font pas de progrès philosophiques. Donc pour lui, ce qui était vraiment important, c'est de faire des progrès et la physique permet de faire ça. Et donc il avait cette opinion assez négative de la philosophie. Mais je pense que c'est évidemment pas la bonne manière de voir les choses et que si on veut vraiment bien comprendre la portée des résultats scientifiques et des modèles scientifiques et des théories scientifiques qu'on utilise, c'est bien d'avoir du recul philosophique pour comprendre d'où ça vient. J'ai vu une vidéo de Sean Carroll, je crois, qui disait que c'était un peu une honte que les physiciens soient à ce point en désaccord sur l'interprétation de la mécanique quantique et que surtout la plus grande part des physiciens en fait, se moquent un petit peu de cette question-là et adhèrent à l'interprétation de Copenhague. C'est tout à fait juste. Je pense que c'est presque une erreur, voire une faute des physiciens d'avoir cette conception qu'on appelle instrumentaliste ou des fois on utilise l'expression shut up and calculate, avec cette idée que les professeurs demandent aux étudiants d'arrêter de réfléchir et de se concentrer sur les calculs mathématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est finalement, avec l'essor de la physique quantique, on a développé un formalisme, enfin les physiciens ont développé un formalisme, une recette pour faire des prédictions, mais sans compréhension, sans théorie au sens robuste du terme de théorie, qui permettent d'expliquer pourquoi le formalisme fonctionne. Et moi, ma manière de voir les choses, c'est que les physiciens ont essayé de trouver une théorie pour expliquer pourquoi le formalisme fonctionnait. Ils n'ont pas réussi et le champ a continué à avancer. Et donc ils ont continué à développer la physique avec ce formalisme que personne ne comprenait. Finalement, souvent, ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, c'est un ensemble d'idées un peu mal digérées et pas forcément cohérentes entre elles sur ce que dit le formalisme. Et maintenant, c'est un travail beaucoup fait par des philosophes de la physique. C'est beaucoup de philosophes de la physique et aussi des physiciens qui ont travaillé à construire des théories pour rendre compte du formalisme. Donc, je pense que je partage le point de vue de Sean Carroll et dire que c'est assez problématique pour des physiciens de rester dans cette approche du calcul et de ne pas satisfaire quand même la mission première de la science qui est de comprendre le monde. Il faut voir aussi que la physique c'est un énorme domaine qui est très spécialisé, donc il y a plusieurs pans. Là, on parle du pan de la physique quantique, mais si on regarde de l'autre côté avec la relativité restreinte et la relativité générale, on n'est pas du tout dans la même situation épistémologique. Là, on a une théorie qui donne une description du monde, qui est très claire sur comment est le monde. Donc, on a deux théories physiques les plus fondamentales à l'heure actuelle ont des statuts épistémologiques très différents. Alors, d'un côté, la physique quantique est extrêmement performante et produit des prédictions extrêmement précises. Mais il n'y a pas une vision du monde aussi bien ordonnée, aussi claire que du côté de la relativité. Même si on veut être instrumentaliste et dire il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre la description donnée par la relativité, avec un espace-temps courbé par la masse de la matière, ce genre de choses, même s'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, en tout cas, c'est sur la table, on a une description du monde comme ça. Alors que du côté de la physique quantique, on n'a pas... C'est même pas clair que ça fait une description. C'est même pas clair qu'on ait quelque chose comme une description du monde. En fait, c'est plus qu'on en a plusieurs, et on ne sait pas vraiment comment en sélectionner une. Et ton pari, si tu devais parier avec un pistolet sur la tempe Si je devais parier avec un pistolet sur la tempe, je parierais probablement sur les mondes parallèles. Parce que c'est la plus directe, c'est l'interprétation la moins... C'est la plus immédiate en fait, si on veut lire le formalisme et comprendre ce qui se passe. Voilà, on a des branches parallèles qui interagissent très peu. Mais il faudrait que j'ai un pistolet sur la tempe pour vraiment me prononcer, parce que je me considère quand même comme un philosophe sceptique, et ce que je veux faire, c'est vraiment regarder les différentes approches et regarder quels sont les mérites, les vertus, les problèmes de chaque approche. Donc tu ferais ce pari-là, mais en flippant. Je ne parierais pas sur ma survie. Mais... Je pense que ce serait la manière d'optimiser mes chances de survie, effectivement. C'est l'esprit, c'est ça l'utilité de se mettre un pistolet sur la tempe. En tout cas, tu fais le même pari que Sean Carroll, il me semble. Oui, Sean Carroll, oui, bien sûr, c'est un des fervents défenseurs de la théorie des mondes multiples, mais chez les philosophes de la physique, je pense que c'est peut-être la plus populaire. En tout cas, à Oxford, par exemple, c'est la théorie la plus défendue. L'état actuel de la physique contemporaine, c'est qu'on a deux théories qui sont mutuellement incompatibles.
la physique quantique et la relativité générale. Donc on veut une nouvelle théorie plus fondamentale qui permette en gros de prendre en compte les enseignements relativistes et les enseignements quantiques et de superposer ça et d'avoir une approche plus fondamentale. C'est des approches qui sont en construction, donc on n'a pas une vision complète du monde d'après cette théorie, mais on a des éléments de... Voilà. Il y a quelque chose de curieux qui se passe quand vous voulez essayer de mettre les effets quantiques dans la gravité, en quelque sorte, puisque la gravité est intimement liée à l'espace et au temps, c'est que l'espace et le temps deviennent quantiques eux-mêmes. Et donc ça crée des bizarreries, il y a plusieurs manières de traiter ces bizarreries, et donc on peut avoir plusieurs types de choses que l'on attribue habituellement à l'espace et au temps qui sont menacées. Si on regarde la gravité quantique à boucle, les relations même d'antériorité et de postériorité dont on a parlé avant, qui était ce à quoi l'éternaliste, même s'il pense qu'il n'y a pas de passé, de présent et de futur, il accepte quand même qu'il y a des relations d'avant-après, il y a des relations spatio-temporelles, il y a une organisation des événements qui constituent l'espace-temps à 4 dimensions. Alors avec la gravité quantique à boucle, il semble qu'il y a quelque chose de bizarre qui est que quand on zoome et qu'on regarde vraiment le niveau quantique, on a des sortes de bizarreries, d'anomalies, on a des modèles dans lesquels les relations d'ordre dans notre espace ne correspondent pas à l'organisation au niveau fondamental. Donc c'est ce qu'on appelle le problème de l'émergence de l'espace-temps. Et donc il existe plusieurs débats sur est-ce que c'est un problème déjà ? Est-ce qu'une théorie qui nie l'existence d'aspects fondamentaux de l'espace et du temps, c'est une mauvaise théorie physique ? Est-ce que les physiciens vont trop loin, finalement, dans le rejet du sens commun ? Ou alors si on est prêt à accepter qu'on peut apprendre des choses vraiment très radicales sur le monde en regardant la physique, c'est comment on va construire une compréhension du monde qui ait du sens, quoi, si on a ça. Et comment on va faire le lien entre les deux mondes, entre le monde fondamental qui n'est pas spatio-temporel et notre monde spatio-temporel. Mais donc l'idée c'est quand même si les éléments de base n'ont plus rien de spatial ni temporel, d'arriver à reconstruire cette structure spatio-temporelle évidemment quand même. Tout à fait. D'ailleurs mon projet de recherche actuel s'appelle composer le monde à partir de nulle part. C'est très joli. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que les blocs de construction théoriques n'ont rien de spatio-temporel ? Qu'est-ce que c'est alors à ce moment-là ? Je pense qu'une manière de voir les choses, c'est de se dire en fait, il y a un autre espace, en quelque sorte, qui a une structure différente, et il faut comprendre comment on arrive à avoir l'espace dans lequel nous on vit et cet autre espace. Si on part dans cette voie-là, ça nous permet de continuer à utiliser le vocabulaire spatial et temporel, mais en mettant des guillemets, en disant bon, on ne parle pas de la même structure. C'est là aussi que le sujet est très intéressant, c'est que quand on commence à vouloir nier des choses très fondamentales, telles que de dire que ce qui est physique, c'est ce qui est dans l'espace et dans le temps, ça devient même difficile de s'exprimer. Et c'est là aussi que les physiciens peuvent demander de l'aide aux philosophes, c'est qu'on est limité par les mots qu'on utilise. C'est-à-dire on peut avoir des fragments mathématiques qui nous montrent des pistes intéressantes, mais ça devient très difficile de décrire avec le langage ordinaire ce que nous disent ces morceaux de mathématiques. Est-ce que les philosophes sont plus doués que les physiciens à ce moment-là ou... Je dirais que les philosophes ont une sorte d'expertise en analyse conceptuelle et en ingénierie conceptuelle. Donc je pense que les philosophes peuvent apporter quelque chose à ce niveau-là pour forger des concepts. Par exemple, prenons le concept de causalité. Si on a un problème, est-ce qu'on peut avoir de la causalité sans le temps ? Bon, là, les physiciens ils peuvent être un peu perplexes ou avoir leur propre opinion. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir de la littérature sur ce que c'est que la causalité. Il y a des philosophes qui vont réfléchir, est-ce qu'on a besoin du temps pour avoir de la causalité ? Et là, ça peut être intéressant, ce genre de liens qui peuvent être J'ai lu dans ton livre qu'il y en avait aussi qui font l'inverse, qui définissent le temps par la causalité. Qui peut être, C'est juste, oui. Les deux possibilités sont sur la table. On peut prendre la relation de causalité comme étant primitive et l'utiliser pour définir une relation temporelle, ou au contraire, définir la causalité avec des relations temporelles. Donc, si tu ouvres sur la question du réalisme scientifique, du coup. Vu que je suis un philosophe sceptique, j'ai toujours un petit doute, quoi. À quel point nos théories scientifiques nous permettent vraiment de sonder la réalité, de comprendre la réalité telle qu'elle est, indépendamment de nous. Je pense qu'on apprend au moins un certain nombre de choses et on ne peut pas douter de tout ce que nous disent les théories scientifiques. Là, ce dont on peut douter, c'est les concepts théoriques primitifs qu'on utilise, comme le concept de masse. Est-ce que la masse existe dans le monde, ou
Est-ce que c'est plutôt une sorte d'artefact de notre manière de représenter le monde, d'utiliser des lois de la nature? Il me semblait, mais c'est le genre de truc, c'est difficile de savoir, que l'antiréalisme est vraiment minoritaire aujourd'hui parmi les philosophes des sciences. Je sais qu'il y a Van Fraassen, principalement, qui est le principal antiréaliste. Mais c'est un antiréalisme modéré, pour lequel j'ai de la sympathie aussi. Moi, mon sentiment, c'est que toute position un peu subtile, qui essaie de vraiment expliquer tout ce qu'il y a à expliquer, va être un peu entre les deux. Elle va avoir des éléments réalistes à propos de certaines choses, un peu antiréalistes à propos d'autres choses. Le réalisme structural ou la position de Van Fraassen, c'est des positions qui essayent quand même d'être des positions raisonnables. Alors c'est vrai que Van Fraassen est plus du côté de l'antiréalisme, un petit peu, mais ça me paraît être une position quand même assez proche du réalisme structural, en quelque sorte. Oui, il me semblait que des partisans de Van Fraassen finissaient par dire qu'ils étaient tout à fait d'accord avec le réalisme structural, parce qu'en fait, à 2-3 modifications près, c'était quasiment leur empirisme, comment il s'appelle, l'empirisme constructif. On a l'impression que c'est un point sur lequel tout le monde finit par s'accorder, parce que à 2-3 petits ajustements près, ça ressemble toujours à la théorie qu'on est en train de défendre. Mais c'est intéressant, en philosophie, j'ai l'impression que ça arrive souvent. On a deux théories qui sont très radicalement opposées, qui s'améliorent, qui se complexifient, et à force de se ramifier, de se complexifier, alors elles sont parties d'endroits très différents, mais les deux édifices théoriques que l'on a sont relativement proches. Ouais, c'est vrai que c'est un bel exemple pour ça, le réalisme structural, le point de rencontre du réalisme naïf et de l'antiréalisme naïf aussi. On arrive à une position qui du coup paraît assez solide et qui contredit justement Feynman sur l'idée qu'il n'y a pas de progrès en philosophie. Sur la notion de progrès en philosophie, j'aime beaucoup cette idée que le diable est dans les détails. Parce que c'est sûr, en un sens, on ne résout pas les débats philosophiques en déterminant qu'une position est correcte et qu'une autre position est fausse, mais on fait beaucoup de clarifications dans la structure interne des théories philosophiques, sur leurs conséquences, puis on peut éliminer comme des théories qui ont des problèmes. Donc je pense qu'on fait quand même beaucoup de progrès philosophiques, en un certain sens, même si probablement la grande majorité des thèses philosophiques sont tout simplement fausses. Ça serait une belle conclusion, ça. Est-ce que tu peux recommander 2-3 choses en philosophie des sciences? En plus, c'est une question qu'on me pose super souvent. D'ailleurs, je peux te dire ce que je recommande en général, si tu veux. Tu me diras si tu approuves. Souvent, comme truc un peu de base, je recommande Qu'est-ce que la science de Chalmers? Alors, en disant que c'est un peu daté, au sens où c'est plus de l'histoire de l'épistémologie que de l'épistémologie contemporaine. Et sinon, dans les trucs vraiment plus récents, je recommande Michael Esfeld. Le manuel, il est très bien. En anglais, moi j'aime beaucoup les livres de Tim Maudlin ou David Wallace. C'est des livres de philosophie de la physique qui sont vraiment bien pour comprendre ce que nous apprennent les théories physiques du monde. C'est parmi les meilleurs philosophes de la physique au monde. C'est accessible à des... C'est très technique. C'est très technique, ok. Sinon, Qu'est-ce que le temps? Alors, magnifique. Merci beaucoup. Très bonne collection. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment grand public, accessible, très court, hein, ça se lit super vite. Je l'ai vraiment écrit en ayant en tête un public intéressé qui n'aurait pas forcément de prérequis et qui aurait envie de mieux comprendre ce qu'est le temps. T'as un parcours qui est relativement atypique au sens où la plupart des chercheurs que j'ai reçus jusque-là, ils sont presque tous passés par l'ENS, il me semble. Et non, toi, tu es un pur produit de la fac. Je suis le vilain canard du système français. Donc j'ai jamais étudié à Paris. J'ai fait toutes mes études en Bretagne, donc jusqu'au master. Dès que j'ai fait mon mémoire de master 1, mon mémoire de master 2, j'ai adoré de faire ça et j'ai vraiment compris que ce que je voulais faire, c'était prendre un sujet de recherche qui me plaisait et puis y aller à fond, essayer d'explorer ça. Et les concours, vraiment, ça ne m'attirait pas du tout. Parce que alors j'ai rien contre l'érudition, mais clairement les concours, ce sont des exercices d'érudition. Il faut devenir très érudit sur des domaines qui ont été sélectionnés en avance. Mais si votre objectif personnel, c'est de comprendre un peu plus la physique, ce qu'on peut en dire, comment concilier la physique avec la philosophie sur certaines questions,
les préparations concours, ça ne va pas préparer à ce projet personnel. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de sens dans mon projet personnel à préparer les concours. Alors après, on m'a expliqué que voilà, dans le système français, c'est presque se tirer une balle dans le pied que de ne pas passer les concours, puisque avant d'avoir un financement de thèse, le cursus normal, standard en France, c'est d'avoir l'agrégation. Mais il y avait une autre option qui était de plutôt partir à l'international. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une thèse qui était co-dirigée avec Jiří Beňovský à Fribourg en Suisse. Et donc j'ai sauté cette étape pour faire une thèse directement, tout en sachant que ça allait me compliquer les choses à l'avenir pour une carrière en France. Mais il faut aussi savoir que dans les autres pays, en tout cas en Suisse ou en Angleterre, enfin, à ma connaissance, dans la plupart des pays, ça n'existe pas l'agrégation. Donc en quelque sorte, on se met une difficulté uniquement dans le système français, mais pas dans le reste du monde. Au contraire, dans le reste du monde, l'agrégation est plutôt un problème, parce que les jeunes chercheurs Du coup, on passait 1 an ou 2 à faire autre chose. Faire autre chose. On attend de plus en plus des jeunes chercheurs dans le système anglophone, qu'ils publient, qu'ils fassent des recherches, etc. Et donc finalement, préparer les concours, c'est aussi c'est quelque chose d'autre. C'est un autre exercice qui détourne l'attention de ce parcours-là. Ce qui me paraît très intéressant de noter, c'est que l'agrégation, à ma connaissance, c'est un concours pour enseigner au lycée. Or, c'est pas évident que les qualités d'un bon chercheur soient celles qui sont sélectionnées par le concours de l'agrégation. Et donc, si on regarde bien les choses, ce qui se passe, c'est que ce que ça implique, c'est que les chercheurs qui sont les enseignants-chercheurs recrutés en France sont sélectionnés sur leur aptitude à être de bons profs au lycée. En plus, même pas, c'est-à-dire que même ce concours, il sélectionne pas non plus des aptitudes à être un bon prof au lycée. Je sais pas il y a le problème de la pédagogie, d'ailleurs, qui est un sujet brûlant ces jours-ci. C'est clairement pas non plus ce que ça sélectionne. C'est un concours qui, je sais pas, sélectionne tout au plus peut-être des bons profs de prépa. Je pense c'est à peu près ça. Ce que tu dois faire comme leçon, c'est un truc qui pourrait séduire des élèves de prépa, mais lycée, pas tant que ça. Mais en tout cas, à mon avis, ça explique en grande partie pourquoi le profil type des enseignants-chercheurs en France sont un peu différents de ceux que tu peux trouver en Suisse ou en Angleterre. Parce que ça implique, pour accéder à ces fonctions, d'avoir excellé en érudition. Donc il faut souvent être un érudit sur beaucoup de sujets. Ce qui est bien sûr une bonne chose, il faut des érudits, mais c'est bien d'avoir peut-être aussi d'autres profils et peut-être un système un peu plus inclusif et plus mixte avec des gens qui sont plus spécialisés dans la recherche et moins dans l'érudition et dans l'histoire de la philosophie. Je pense qu'un truc qui joue aussi, c'est que la plupart de ceux qui vont réussir à faire de la recherche, ils sont passés par les prépas littéraires, par l'ENS souvent, et en fait, une fois que tu as fait prépa lettres plus ENS, passer l'agrégation, c'est pas très difficile pour toi. Tu as déjà été sélectionné parce que tu es super bon à ça, on t'a super bien formé à ça. Et en fin de compte, voilà, c'est juste tu retournes 1 an en prépa. Il y a un petit côté comme ça. Quand on vient d'un parcours pur fac, comme ça a été le cas pour nous, tout à coup, se former à préparer la grég, c'est l'horreur. Enfin, toi, t'as pas essayé du coup, mais pour moi, vraiment, j'avais le sentiment, mais en fait, je sais rien, quoi. Je suis à milieu de l'érudition de tous les autres. Ça montre aussi un autre aspect du système, c'est que en France, on a vraiment d'un côté les lettres et de l'autre les sciences. C'est quand même dommage, en tout cas en tant que philosophe des sciences, on aimerait qu'il y ait un peu plus de chevauchement entre les deux approches. Je dirais que c'est une démarche assez naturelle d'avoir un problème avec la spécialisation du savoir. C'est-à-dire qu'on est dans une société où en gros c'est assez compartimenté, les parcours. Et si on se sent un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, je pense que c'est normal et que c'est plutôt sain en fait. C'est plutôt quelque chose de problématique d'avoir séparé, par exemple, la philosophie et la physique. Historiquement, la physique est née de la philosophie. C'est logique, c'est cohérent de vouloir comprendre le monde en utilisant tous les outils à notre disposition et de ne pas vouloir simplement s'occuper des questions qu'on peut traiter empiriquement avec la physique et en laissant de côté toutes les questions trop fondamentales. Donc je conseillerais aux gens de se lancer s'ils ont envie de se lancer et puis de pas transiger, puis s'ils veulent faire de la philosophie et de la physique, de faire les deux.